Jeudi, jour de paye, mais aussi jour de podcast Leader RH. Merci d'être présent et de nous suivre. Aujourd'hui, j'ai une conversation très intéressante avec Marie-Pierre Fortier, qui était jusqu'à tout récemment vice-présidente ressources humaines chez Ledartech. Malheureusement, Ledartech a fait les nouvelles dans les dernières semaines avec une fermeture. Donc, on va évidemment parler de toute cette aventure-là qui a été 8 ans de sa vie. Donc, de partir d'une start-up, de grandir, de pivoter. Comment on motive nos gens, l'importance du why, de donner du sens au travail qu'on fait dans une organisation pour motiver les gens au travers les hauts et les bas. Elle nous parle aussi de ses différentes expériences à l'étranger, donc à Londres, Israël, Los Angeles, à Québec. Donc, de voir vraiment cette perspective-là nouvelle de la part d'un leader RH vraiment très intéressant. Elle a participé à plusieurs occasions à des réorganisations. Donc, comment on se prépare comme RH, comment on supporte nos gestionnaires, comment on supporte aussi nos survivants, les employés qui restent dans l'organisation après une réorganisation ou une réorientation de l'entreprise. Alors, très pertinent, très intéressant, puis nous démontre encore une fois que comme leader RH, on a un rôle très stratégique à jouer dans les organisations. Bonne écoute. Bonjour Marie-Pierre, bienvenue au podcast Leader RH. Bonjour, merci de m'accueillir. Je suis très heureuse d'être ici. Ça fait plaisir. Donc, Marie-Pierre Fortier, vice-présidente ressources humaines chez Ledartech. Merci d'être là dans un contexte un peu particulier avec la fermeture, l'annonce de Ledartech la semaine dernière et un petit bébé à la maison. Fait que merci d'être là pour venir partager ton parcours, ton expérience. Avant qu'on double-clique sur l'expérience Ledartech, j'aimerais ça reculer quelques années en arrière. Avec plaisir. Pourquoi tu as étudié en RH? C'est quoi ton premier contact avec les RH? Oui, j'étais au cégep. Moi, je m'en allais... je finissais mes fameuses sciences humaines au cégep et je m'en allais en droit pour être notaire. OK. Puis, dans un des cours de la dernière session, ça s'appelle Démarche d'intégration des acquis en sciences humaines, le DIH. Je suis allée faire un stage d'observation en entreprise dans le domaine dans lequel on s'en allait. Fait que j'avais fait un stage d'observation chez un notaire dans mon coin où est-ce que j'étudiais à Thetford Mines. Et honnêtement, j'avais trouvé ça un peu ennuyant. Fait que j'en avais parlé un petit peu avec ma famille. Puis mon cousin, à l'époque, était directeur des ressources humaines à la commission scolaire des Appalaches à Thetford Mines. Puis il m'avait dit, pourquoi tu viens pas faire un stage d'une demi-journée d'observation avec moi dans mon bureau? Peut-être que ça pourrait t'intéresser, tu verras. Puis comme on dit en anglais, the rest is history. Ouais. Ici va la suite. Donc, j'ai vraiment eu un coup de foudre après mon stage. Puis je me suis inscrite au bac en relations industrielles à l'Université Laval. Puis aussitôt que j'ai commencé, j'ai tout de suite su que j'étais... comme dirait ma mère, dans ma branche. Ouais. As-tu un moment, tu te souviens de dire, je suis vraiment là où tu réalisais le rôle que tu allais jouer? Je dirais, c'est sûr que plus les sessions avançaient, plus je sentais que j'étais vraiment à ma place, mais mon déclic, là, contrairement à certains de mes anciens collègues aux études, c'était le fameux cours de droit du travail avec Alain Barré à l'Université Laval, okay. Où est-ce que j'ai vraiment pris un côté plus technique, un côté plus, je sais pas, on va dire juridique là, aux ressources humaines. Puis ça m'a tellement plu que j'ai su à partir de ce moment-là que j'étais au bon endroit puis c'était ça que je voulais. Puis dès ce moment-là, c'était clair pour moi que j'allais déjà aller faire la maîtrise puis que je me voyais comme poursuivre des études supérieures dans le domaine. OK. Ouais. Puis ton premier poste, domaine RH, hein? de RH, c'était dans les stationnements. Oui, donc à l'époque, à la fin du bac en RI, on avait un stage d'une session à faire. Fait que ça s'est fait un peu par hasard. J'avais trouvé un poste, un poste étudiant estival pour remplacer chez Société Parc Auto du Québec, SPAC.
l'été avant mon stage. Puis, j'avais remplacé la réceptionniste, la fille à la paye, la fille aux horaires. Bref, j'avais comme fait différents postes. Puis, à l'époque, le directeur RH, c'était Normand Bois, qui est ensuite de ça allé comme directeur RH au Soleil. Puis, encore là, un peu un concours de circonstances, on s'est super bien entendu, un peu un genre de coup de foudre professionnel. Puis je lui avais dit, ben écoute, moi j'ai un stage à faire à la session l'année prochaine. Il m'avait dit, écoute, reviens l'été prochain, puis après ça, on est en ligne avec ton stage. Fait que à la fin du stage, ils m'ont offert un poste de conseillère RH. Mais comme j'avais dit au début, j'avais déjà en tête d'aller faire ma maîtrise. Puis j'étais déjà inscrite à la maîtrise à Montréal. Donc j'ai terminé le stage. Continuer un petit peu à temps partiel avec eux autres, terminer mon bac, puis après ça, je suis allée à Montréal poursuivre mes études. Puis ta maîtrise, c'est en RH, en DO, c'est... Fait que dans le fond, le bac, c'était en relations industrielles, puis la maîtrise, je l'avais pris, j'avais choisi justement d'aller faire une maîtrise en gestion, profil ressources humaines, pour avoir accès à différents autres cours du tronc commun, notamment en marketing, en finance, puis en stratégie. Fait que ça m'a permis d'ouvrir un petit peu plus mon éventail puis de découvrir d'autres, d'approfondir un peu plus dans d'autres spécialités là, administratives, si on peut dire. Hein. Puis autant ton expérience d'une demi-journée chez le notaire, tu t'es dit, ouais, peut-être pas. Y a-tu d'autres spectres dans la gestion que t'as découvert des choses intéressantes que les RH? Oui. En fait, j'ai toujours encore gardé un amour profond pour tout ce qui est droit du travail. Là. Fait que ça, même souvent, mon chef des affaires juridiques, j'étais tellement autonome qu'il oubliait quasiment que je n'étais pas une avocate des fois, là, puis il me le rappelait. Fait que ça, c'était bien cocasse. Mais stratégie, définitivement, c'est quelque chose que j'affectionne. J'ai aussi beaucoup appris à aimer tout ce qui est... accounting, mais tu sais, plus en lien avec la rémunération, là, tu sais. Donc, tout ce qui est programme d'intéressement à long terme, mais toutes les implications financières et comptables. Puis, évidemment, marketing, que j'ai ensuite de ça réappliqué à marketing RH. Fait que je dirais que ça m'a apporté quand même beaucoup pour élargir mon éventail, là, cette maîtrise-là. Puis là, tu fais le saut ou... tu prends le billet d'avion, c'est pas un très grand saut. Tu t'en vas en Europe. Ouais. DO Eco. Ouais. Moi, ça me dirait absolument rien, mais quand tu m'en as parlé, j'ai fait « Ah ouais, ça existe une compagnie comme ça. » Ouais. Ben là, dans le fond, je venais de finir ma scolarité de maîtrise à Montréal. Ça faisait 1 an et demi que j'étais là. J'avais eu une bourse pour rédiger mon mémoire. Et puis là, j'entamais la rédaction du mémoire. Et à ce moment-là, je travaillais en restauration par soir, week-end, été. Puis, mon mari, aujourd'hui, petit clin d'œil à lui, mais qui était dans le temps mon conjoint, était aussi en restauration, mais en sommellerie. Puis, un certain soir, il m'arrive en me disant, écoute, j'ai eu une opportunité d'emploi à Londres comme sommelier dans un super gros projet intéressant, stimulant. J'accepte, puis on fait le saut. Puis, il y a un système de visa qui existe, là, que c'est un travail de 2 ans, dans le fond, en bas de 30 ans au Royaume-Uni. Fait que c'était super facile. Fait que j'ai comme fait, OK, ben good, moi, je vais aller rédiger mon mémoire là-bas, puis ça va être cool. Rédiger là-bas, ouais. Parce que quand j'avais 16 ans, j'étais allée passer 3 semaines en Angleterre dans un voyage en secondaire 4 pour immersion anglaise. Fait que j'avais comme gardé un souvenir profond et très agréable de mon passage en Angleterre. Fait que je m'étais dit, OK, cool, oui, ça me tente, puis je vais aller rédiger mon mémoire là-bas. Alors, fidèle à mes habitudes et à moi-même, j'étais même pas encore rendue à Londres que j'avais commencé à regarder un peu les offres d'emploi, tu sais, juste pour voir c'était quoi un peu le marché RH là-bas. Puis il y avait une entreprise qui avait piqué ma curiosité, Do & Co, qui, en fait, c'est un traiteur, on va appeler ça un traiteur, mais événementiel et pour l'aviation commerciale. Donc, tout ce qui est des événements sportifs en Europe, les Coupes du monde de ski, la Formule 1, le Paddock Club, les Coupes du monde de soccer, Euro, name it. C'est eux qui sont le traiteur officiel dans ces stades-là puis dans ces événements-là.
Puis, toutes les grosses compagnies aériennes, au départ de London Heathrow, mais aussi maintenant, ils sont installés à JFK, à Chicago, en Floride, puis ailleurs. Là. Donc, Emirates, British Airways, Qatar Airways, c'est eux qui font la nourriture pour les premières classes puis les classes affaires dans ces avions-là. Fait que bref, ils cherchaient une conseillère RH pour se rapporter à la directrice RH au business unit de London Heathrow. Puis j'avais envoyé mon CV de manière vraiment très tentative avant même de me rendre sur place. Puis la directrice RH, c'était une fille d'Argentine. On a super bien connecté quand elle m'a appelé. C'était comme une semaine avant que j'arrive sur place. Puis on s'est rencontrés. Puis the rest is history. Là, ça a été un petit coup de foudre professionnel. Puis un mois après être arrivé, je commençais mon poste là-bas. C'était quelle grosseur, mettons, d'équipe? Fait que dans le fond, il y avait la directrice RH, il y avait moi, il y avait une conseillère RH senior. Fait qu'on était 3. Après ça, on avait une stagiaire l'été que je supervisais, fait au total 4. Puis on se rapportait, le groupe d'employés, se rapportait au siège social en Autriche, à Vienne. Puis le business unit en soi, c'était à peu près, je dirais, 400 personnes. Je prends quelques instants pendant l'écoute de ce podcast Leader RH pour remercier Ansia, partenaire d'affaires en recrutement, pour la collaboration à la production de ces épisodes. Ansia, c'est votre partenaire pour vous assurer que tous vos besoins en attraction, en recrutement puis en intégration de main-d'œuvre dans vos organisations soient couverts par des professionnels. Donc, merci Ansia de faire rayonner la communauté de RH et de mettre à l'avant-plan des leaders RH d'ici. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé? Qu'est-ce que tu as appris là-bas? Les différences culturelles, parce que ce que j'ai appris, c'est que, évidemment, là, c'était des postes, dans ce business unit-là, c'était des postes de production de nourriture au départ de London Heathrow. Fait qu'évidemment, c'était des postes... C'était pas le côté glamour d'aller dans les paddocks. J'y arrive parce que une tendance qui se répète dans toutes mes opportunités d'emploi que j'ai eues dans ma carrière jusqu'à maintenant, c'est qu'à chaque fois, je commence un poste dans un rôle X, puis je finis dans un rôle Z. Okay. Fait que on va y revenir. Tu as commencé en production, c'était pour les avions. Oui, c'est ça. Fait que c'était conseillère RH pour le business unit qui produisait les repas pour aller dans ces avions-là. Fait que c'était vraiment des postes de commis d'assemblage de nourriture pour couper des légumes, couper de la viande, des chefs, des sous-chefs, ceux qui assemblent le plateau. Après ça, ceux qui le chargent dans les camions. Après ça, ceux qui vont le livrer dans l'avion. Puis on avait aussi une division de ménage des avions. Là. Fait que tout comme l'envers du décor de l'aviation commerciale, je l'ai vu, en fait, dans cette opportunité-là. Puis c'était à peu près 300-400 personnes selon les saisons. Beaucoup de postes temporaires. On faisait affaire avec des agences de sous-traitants de personnel. Fait que tout ce qui est diversité culturelle, travailler dans une autre langue que le français, c'était ma première expérience. Ensuite de ça, les rudiments des lois du travail en Europe, en Angleterre. Puis c'est là aussi que j'ai été confrontée vraiment au recrutement massif, en fait, parce que il y avait du surcroît, fait que là, recrutement massif, après ça, on downsize, fait que bref, je dirais que ça a été ça, mes principaux takeaways et apprentissages là, de l'opportunité au business unit. Puis, après 6 mois en poste, peut-être même un peu moins, 4 mois, la fille qui était en charge de l'équipe événementielle qui partait du Royaume-Uni pour aller dans les autres événements, a quitté son poste. Fait que là, on m'a rajouté ce chapeau-là. Alors, je suis devenue, en anglais, on appelle ça Crew Control UK. Fait que dans le fond, c'est la personne qui était en charge du personnel événementiel du Royaume-Uni puis qu'on envoyait aux événements un peu partout dans le monde. Fait que moi, j'avais une équipe, admettons, de chefs, d'hôtesses, de serveurs, serveuses, barman, barmaid, qui étaient comme sur le roster en Angleterre. Puis, selon les événements, fait que là, mettons, c'était Formule 1 en Belgique, comme on a en fin de semaine. Après ça, c'est Silverstone au UK dans 2 semaines. Après ça, c'est Italie. On les envoyait, on les dispatchait d'une place à l'autre.
Après ça, on jumelait avec ça la Coupe du monde d'Euro, que j'étais allée à Kiev pendant 3 semaines en 2012 parce que c'était l'Ukraine et la Pologne qui étaient les hôtes pour l'Euro 2012. Fait que bref, j'ai recruté du personnel de restauration, si on peut dire, parce que moi, comme je t'ai dit tantôt, j'étais en restauration pendant toutes mes études. Fait que hôtellerie et restauration, je m'y connaissais bien. C'est pour ça qu'ils m'ont mis ce chapeau-là. Fait que je recrutais ce personnel-là et je les formais, je les accompagnais, puis j'allais aussi à ces événements-là pour comme superviser les opérations. C'était un rôle RH ou c'était un rôle comme plus de superviseur d'opération? Ben, RH, quand j'étais au business unit, RH pour le recrutement, puis la gestion comme du personnel, des besoins du personnel événementiel. Puis occasionnel, quand il y avait besoin, ben, j'allais à des événements pour aider dans un rôle de supervision parce que j'avais de l'expérience moi-même en hôtellerie-restauration. Okay. Fait qu'ils mettaient à profit tous mes chapeaux. Tous tes chapeaux. Puis de la rédaction, ton mémoire. Quand est-ce que tu faisais ça? Écoute, mon mari travaillait beaucoup de soirs et de fins de semaine de par la nature de son rôle. Fait que je dirais que les fins de semaine, je me suis promenée dans plusieurs petits cafés de Londres pour rédiger mon mémoire. Écoute, j'étais plus qu'à la moitié. On avait eu plusieurs échanges avec ma directrice de mémoire qui me supervisait. Puis à un moment donné, j'ai dit, écoute, je mets ça sur pause. Je le sens pas, là, tu sais. Le sujet, on dirait que ça me rejoignait plus dans qu'est-ce que je vivais là-bas. Puis la motivation était plus là. Fait que j'ai dit, regarde, je mets ça sur pause, mais je te jure que je vais le finir. Hein. Et je l'ai fini. Oui, première cette année. 5 ans plus tard. OK. Mais je l'ai fini. T'as été combien de temps, là? 2 ans, la durée du visa. Vraiment la durée du visa. Oui. Puis là, dans le fond, mon mari, mais qui dans ce temps-là était mon chum, eux, ils étaient comme en processus pour renouveler son visa, dans le fond, pour le sponsor dans l'hôtel où est-ce qu'il travaillait. Puis finalement, pour diverses raisons familiales, moi, j'ai dû revenir ici début 2013. Puis lui, finalement, ça n'a pas marché pour être sponsored là-bas. Fait qu'il est revenu ici. Puis, fait que là, début 2013, on a fait face au dilemme suivant, c'est-à-dire, est-ce qu'on se réinstalle à Montréal parce qu'on était à Montréal avant de partir? Ou est-ce qu'on se réinstalle à Québec? Parce que moi, j'avais fait mes études à Québec. Fait que là, on était devant une belle page blanche à ce moment-là, début 2013. Puis t'as atterri où? Chez Activision? À Québec. OK. Fait que c'est Québec qui a gagné. C'est Québec qui a gagné. Écoute, ça a été chaud. J'étais en processus avec Bombardier à Montréal. Puis, j'avais appliqué sur un poste dans la division assurance qualité de Binox, jadis, qui existait. Binox, qui est le studio de jeux vidéo qui a été fondé par Dominic Brown et qui a été racheté par Activision en 2000. Écoute, on va dire fin des années 2000 là, que ça a été racheté par Activision. Je n'ai pas la date exacte, l'année exacte. Puis quand Activision a fait l'achat de Binox, ils ont créé une sous-division qui s'appelait Binox Assurance Qualité, qui s'occupait de tout ce qui était assurance qualité de plusieurs des grosses franchises de Activision, mais en étant à Québec, parce que grâce au crédit là, salaire des postes dans le jeu vidéo, c'était quand même très avantageux de transférer ces opérations-là à Québec. Donc, il y avait un responsable ressources humaines à l'époque, clin d'œil à Antoine Lépine, qui, lui, se faisait transférer dans un studio à Vancouver pour Activision. Et le poste de responsable RH était à combler pour cette division-là à Québec. J'ai postulé et je vivais encore à Londres, à ce moment-là, quand j'ai postulé. Puis, ils m'ont flyé de Londres à Los Angeles pour aller faire des entrevues pendant 2 jours au siège social là-bas. OK. Fait que ça a été une super expérience. Puis là, après ça, je suis revenue ici comme 4 mars 2013. J'étais toujours en processus chez Bombardier. Puis ils m'ont fait une offre, Activision, pour joindre. Alors, j'ai pris ça. Je le sentais. Je voulais aller en techno. Puis je trouvais que c'était une belle porte d'entrée. Puis c'était à Québec, c'était sécurisant parce que j'avais fait mes études ici. Puis je trouvais que ce serait un beau soft landing là, après 2 ans à Londres. Là. Ouais. Puis là, première expérience dans les jeux vidéo, les technos. Ouais. Tu passes d'un milieu très événementiel, puis tu tombes dans du... Ouais. On est en arrière des ordinateurs. Ouais. Fait que c'était le business unit
que tu étais comme le responsable RH du business unit. Ouais. Puis, dans le fond, il y avait une autre unité d'affaires identique au Minnesota et à Los Angeles, dans le fond, qui étaient 2 autres divisions assurance qualité, Quality Assurance. Fait que ces 3 unités d'affaires-là, Minnesota, Québec, Los Angeles, faisaient l'assurance qualité de tous les jeux produits par Activision Blizzard. Ouais, c'est ça dans le monde. Fait que Call of Duty, c'était la grosse franchise là, dans le temps. Ceux qui avaient des enfants, des jeunes enfants d'âge primaire dans les années 2010, Skylanders, qui étaient les petites figurines là, que tu mettais sur un portail puis qui apparaissaient comme dans l'écran du jeu vidéo. C'était quelque chose. C'était une des franchises aussi qu'on faisait l'assurance qualité à Québec et plusieurs autres. Fait que c'est ça. Donc, j'arrive. Encore là, c'est une industrie qui est saisonnière parce que les launchs de jeux vidéo se font toujours autour de Thanksgiving américain, juste avant le temps des fêtes, pour booster les ventes. Donc, le rush d'assurance qualité est toujours, admettons, de mars à septembre pour être certain que le jeu soit fini. Puis après ça, il corrige les bugs. Il était normalement produit, admettons, septembre-octobre pour être lancé en novembre-décembre. Donc, saisonnier. Alors, il y avait un corps d'employés permanents de peut-être une centaine de personnes. Puis, on montait jusqu'à 400-500 dans la saison estivale pour l'assurance qualité, que ce soit à Québec, Minnesota ou Los Angeles. OK. Oui. Puis, est-ce que, compte tenu que c'était une nouvelle unité d'affaires à Québec, mais il l'avait ailleurs, as-tu à mettre en place les procédures, les normes, toutes les politiques RH, ça, ou vous copiez ce qui était déjà utilisé? Parce que quand tu pars un business unit ou ça, tu as un peu plus de flexibilité. C'est mon prédécesseur, Antoine, qui avait mis en place tout ça, parce que lui, il avait été dans le rôle, je pense, 3 ou 4 ans avant moi. OK. Peut-être 3 ans avant moi qui avait été dans le rôle. Donc, tout était en place. Moi, quand je suis arrivée, j'ai repris ça de lui, puis j'ai continué à le faire rouler, puis j'ai peaufiné, puis continué à faire rouler la machine. Sauf que en cours de route, encore là, fidèle un peu à mon parcours, on m'a rajouté comme des chapeaux. Fait peut-être 1 an et demi après que j'ai commencé, fait que mettons mi-2014, la responsable RH du business unit de Los Angeles avait quitté. Donc, on m'a donné le business unit pour être maintenant responsable RH de celui-là également. Québec et Los Angeles. Oui, fait que là, je partageais mon temps entre les deux. Puis, j'étais très, très proche de la responsable RH du Minnesota aussi. Parce que fast forward, quelques années plus tard, on a fermé le business unit de Québec pour retransférer toutes les opérations au Minnesota et Los Angeles. Puis, on m'avait offert le poste de la responsable RH de Minnesota qui avait pris un autre rôle. Fait que, bref, il y a comme toujours un peu du mouvement dans mon historique de carrière qui fait en sorte que j'arrive avec un poste X, je finis avec un poste Z. On m'offre souvent de me relocaliser ou de me déplacer. Fait que, voilà, ça a été le parcours Activision qui m'a amené aussi à retourner en Angleterre pendant quelques mois pour aller fermer un studio parce que j'avais travaillé 2 ans là-bas. J'avais une bonne connaissance, évidemment, des lois locales. Il y avait un studio qui devait être fermé là, dans le coin du nord de l'Angleterre. Fait que j'ai été parachutée avec une équipe de Los Angeles, du siège social, pour aller aider à fermer ce studio-là. Fait que ça a été... quand tu dis on va fermer un studio, ça implique quoi? En fait, c'est que selon les lois en Angleterre, tu peux pas juste arriver puis donner 8 semaines de préavis à tout le monde puis fermer le studio puis donner des packages. Ça marche pas comme ça. Ils ont droit à je vais appeler ça, je vais utiliser le terme anglais, là, un hearing session, là, où est-ce que chaque employé a le droit d'avoir une genre de rencontre dans laquelle ils peuvent faire valoir leurs points puis plaider leur cause sur pourquoi on ne devrait pas fermer le studio ou quoi que ce soit. Ou des fois, on ne veut pas nécessairement tout fermer le studio, on veut faire une réorg. Bref, ils ont le droit à un hearing session. Là. Ça fait partie des lois là-bas. En tout cas, dans le temps, c'était ça. Donc, on était une bonne grosse équipe pour rencontrer, je pense, l'équivalent de 250 personnes dans 1 semaine. Ensuite de ça, les décisions ont été prises de quel groupe allait être affecté par la fermeture. C'était tout le studio, une partie, un groupe. Finalement, c'est 3/4 des équipes qu'on a laissé partir. On a gardé un quart qu'on a remergé dans un autre studio qui était ailleurs au Royaume-Uni. Puis là, ils sont devenus comme une branche satellite. Fait que
bref, ça a été quand même une couple de mois complexe que je me suis replongée là, dans la campagne anglaise pour fermer ce studio-là. Puis ça a été une belle, malgré que c'est lourd en émotion, là, on s'entend, ça a été une belle expérience RH pour moi. Puis c'était précurseur de qu'est-ce qui allait s'en venir l'année suivante à Québec parce qu'on a finalement fermé l'unité d'affaires Assurance Qualité à Québec en 2017 pour transférer les activités au Minnesota et Los Angeles. Puis c'est à ce moment-là qu'on m'a offert de relocaliser là, au Minnesota, chose à laquelle j'ai dit « thanks, but no thanks ». C'était intéressant, mais j'avais envie de goûter à autre chose que le jeu vidéo à ce moment-là. Fait que j'étais rendue à essayer d'autres choses. Donc, je me suis... fait que là, finalement, ça a été une fermeture. Dans le fond, un licenciement pour tout le monde. Comment excuse-moi, mais tu sais, comme RH, des fois, on se fait... des fois, on fait partie de la décision. Des fois, on fait pas partie de la décision. Puis on se fait débarquer ça dans notre bureau. Puis on dit, bon, il faut fermer une unité. Comment on se positionne? Comment on se prépare? C'est quoi le mindset à avoir? C'est vraiment une bonne question parce qu'en fait, si je peux faire un petit retour en arrière, en 2012, quand j'ai dit à ma directrice de mémoire, à la maîtrise, je fais une pause et je vais revenir à mon mémoire éventuellement, parce que j'ai eu l'expérience de fermer le studio en Angleterre, une partie du studio, et parce que j'ai eu aussi l'expérience de fermer l'unité d'affaires à Québec, en cours de route, j'ai décidé que je faisais un pivot de mon mémoire pour faire finalement faire un mémoire sur comment on downsize, en fait, comment on procède à des restructurations. C'est quoi Fait que j'ai fait un mémoire, en fait, là-dessus, sur tout ce qui est restructuration d'entreprise, autant que ce soit du point de vue comment c'est perçu et vécu par la personne qui est affectée par la coupure, par le gestionnaire qui doit gérer la coupure, mais aussi par les ressources humaines qui doivent accompagner l'organisation là-dedans. Fait que j'ai finalement fait mon mémoire là-dessus. Fait que ta question est vraiment intéressante parce que j'en ai un mémoire quelque part dans mon Dropbox là, ou dans un disque dur externe. J'ai un mémoire complet là-dessus avec une revue de littérature sur les meilleures pratiques, autant pour les personnes affectées, le gestionnaire, les ressources humaines. Fait que bref, pour revenir à ta question, comment on se prépare pour l'avoir refait à plusieurs reprises après, là, je te dirais, c'est le plus que tu peux être organisé possible en tant que responsable des ressources humaines qui gère un processus comme ça, le mieux que ça va se passer pour ceux qui sont affectés. Que ce soit juste d'avoir tes chiffres corrects, là, c'est déjà... Il y a tellement de personnes qui ont été affectées par des fermetures d'entreprise ou par des fins d'emploi qui se retrouvent avec le mauvais solde de vacances, la mauvaise dernière paye, qui cherchent les informations, tout est tout croche dans le back-end. Juste ça, là, la base, là, si tu l'as correct, là, c'est déjà un bon début. Mais après ça, c'est comment tu les accompagnes là-dedans. Donc, le package de documentation que tu leur donnes une fois qu'ils sont informés qu'ils ont été impactés, c'est-à-dire comment aller chercher leur relevé d'emploi, des ressources pour se remettre rapidement en recherche d'emploi, des firmes de transition de carrière qui sont mises à leur disposition, qu'est-ce qui va avec leurs assurances collectives, leur régime de retraite, Tu sais, dans le fond, les gens là, qui sont affectés par ce genre de restructuration-là, là, ce qu'ils veulent savoir là, immédiatement après que tu leur aies dit « ton poste est aboli », là, c'est « OK, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Puis c'est quoi la suite pour moi et ma famille? » C'est ça qui les importe. Puis ils ont besoin d'être rassurés comme dans les 5 minutes suivantes que tu leur as dit que leur poste était affecté. C'est là qu'ils ont besoin de savoir qui, quoi, où, comment, pourquoi, puis comment je vais sécuriser la situation. Puis le plus que tu peux être organisé, le plus que tu as fait de préparation en amont pour avoir des packages super intéressants avec toutes les informations, les liens, les personnes à contacter, s'ils ont des questions, ben ils vont sentir finalement que c'est pas ta décision, c'est pas toi qui l'as pris la décision d'abolir le poste ou de fermer l'entreprise, mais toi, ce que tu pouvais contrôler en tant que responsable RH pour faire en sorte que l'expérience se passe de la meilleure manière possible dans les circonstances, s'ils voient que ça a été bien mené et géré de manière humaine et attentionnée, ça passe toujours mieux.
Moi, tout à c'est ce fait. que j'ai expérimenté. Puis on oublie souvent les survivants, Ben soit les oui, gestionnaires ou les autres exactement. employés qui, eux, n'ont pas perdu leur emploi. Qu'est-ce qu'on peut faire Ben pour... c'est ça, exactement. Tu sais, dans le plan de projet, là, tu sais, en fait, une restructuration ou une fermeture d'entreprise, là, c'est un plan de projet avec un Gantt chart, là, tu sais, avec tout ce que tu as à faire, mais par catégorie, par groupe. Il y a les personnes impactées, il y a les gestionnaires, il y a ceux qui le préparent, mais il y a ceux aussi qui le subissent puis qui restent. Puis tu as énormément d'activités puis d'actions à faire pour chacun de ces groupes-là. Puis les survivants, justement, c'est ceux-là qui doivent être immédiatement pris en charge une fois que tu as terminé de, de passer au travers les personnes qui sont impactées. Ça te prend immédiatement une communication qui sort aux survivants, écrite, suivie d'une rencontre Teams dans la journée, dans l'après-midi, pour expliquer pourquoi, répondre aux questions. Ça te prend un Q&A que tu as préparé d'avance avec toutes les questions que tu peux t'attendre inimaginables avec les réponses. Tu les as déjà de préparer, tu les as données à tes gestionnaires puis tes leaders. Tu réponds aux questions pendant la rencontre, mais tous tes gestionnaires doivent être équipés avec un package sur les questions fréquentes, les réponses déjà préparées, la nouvelle structure organisationnelle, ça ressemble à quoi, les tâches vont s'en aller où, comment on redistribue ça. Notre rôle au RH, c'est d'outiller, d'accompagner la business pour que le jour J là, se passe de la manière la plus smooth possible et de la manière la plus organisée possible et de la manière la plus humaine possible. Tout à fait. Souvent, on oublie ce facteur-là dans les grands titres, puis dans les fermetures, puis tout ça. Les gens qui ont perdu leur emploi cette journée-là, les autres personnes qui font comme ouf, c'est pas moi aujourd'hui, mais ça va-tu être moi demain? Ça va être moi après? Puis tout ça, comment on réussit? Puis au-delà de ça, quand c'est ton collègue de la chaise d'à côté qui est impacté, OK, mais moi, c'est qui va les faire, ces tâches-là? Tu sais, lui, il bankait un 40 heures par semaine. Qui va les faire, ces 40 heures? Le projet sur lequel il était, l'avez-vous aboli? L'avez-vous coupé? L'avez-vous redistribué? Tu sais, c'est à ces questions-là aussi qu'il faut répondre. Parce que l'équipe, du jour au lendemain, le travail ne disparaît pas, à moins que ce soit vraiment, tu sais, comme une coupure d'un projet ou d'une division. Mais sinon, le travail ne disparaît pas et il doit être fait. Là. Donc, c'est qui le fait? C'est ça que les gens veulent savoir, les survivants. Puis les survivants, ce qui les rassure, puis qui contribue aussi à ce qui garde une certaine confiance envers l'équipe exécutive puis l'organisation, c'est de savoir et d'entendre de la part de leurs anciens collègues que le traitement qu'ils ont reçu le jour qu'ils ont été impactés était un traitement équitable, humain et dans la transparence. Parce qu'il n'y a rien de plus désengageant et déshumanisant pour ceux qui restent que de savoir que leurs anciens collègues ont été galvaudés à qui mieux par les leaders de l'organisation pour laquelle eux vont continuer à travailler. Oui, c'est vrai, parce qu'on oublie. Ces gens-là vont continuer de se parler après, puis ils vont savoir, hey, qu'est-ce qui a été. Ben Puis oui. ça, puis c'est dit, j'ai été, hey, on m'a garoché ça, puis je suis même pas accompagné, j'ai pas droit à mes trucs, je sais pas qu'est-ce qui se passe et tout ça. Ça va avoir un impact sur le reste. Ben oui, c'est sûr. Puis les gens, ils vont parler de ça à l'interne, à la machine à café, à l'heure du lunch. Puis c'est là que tu risques d'avoir du turnover indésirable suivant ces actions-là. C'est que ceux qui restent, ils se rendent compte que finalement, l'organisation pour laquelle ils travaillent, ben, n'est pas ce qu'elle était, tu sais. OK. Vraiment plate comme sujet, mais intéressant comme apprentissage là-dedans. Puis ça n'arrive pas souvent dans une vie de RH qu'on doit faire ça. Puis les ressources sont plutôt limitées. Fait que, vraiment... Écoute, malheureusement, moi, j'ai eu à le faire beaucoup trop souvent déjà dans ma carrière. Puis c'est peut-être mon karma, je ne sais pas. Depuis que j'ai décidé de faire un mémoire là-dessus, c'est comme si à chaque organisation dans laquelle je vais, il y a comme un aspect qui arrive, qu'il faut faire des actions, que ce soit un spin-off, une restructuration, fermer un business unit ou finalement fermer toute l'entreprise au complet. Ça m'a comme suivi. Alors, bon, j'imagine que
j'imagine que je commence à développer une certaine, en tout cas, une certaine expertise, malheureusement, là-dedans, mais c'est, si je peux le partager puis en faire bénéficier à d'autres dans le domaine qui peuvent rendre l'expérience un peu plus humaine, ben tant mieux, tu sais. On a parlé de Ledartec, on a parlé d'Activision. Ouais. Tu pars d'Activision pour aller chez Ledartec, qui à l'époque est une start-up là, de bulle technologique. Ça fait quoi, Ledartec, concrètement? Oui. Donc là, on est en début 2017. Je me mets encore dans le même dilemme qu'en 2013 quand je suis revenue de Londres, c'est-à-dire je suis restée à Québec ou je vais à Montréal. Puis là, j'avais été approchée par Electronic Arts, qui ont des bureaux à Montréal, encore dans le jeu vidéo. EA Sports, leur division sport est à Montréal, principalement. Puis j'avais eu un super coup de foudre avec la leader là-bas. Puis bref, ils me font un offre. Entre-temps, j'ai l'opportunité, Ledartec qui se pointe le bout du nez, c'était la firme Axio, Vincent Laverdière, qui recrutait pour combler le poste de directeur RH chez Ledartec. Il m'approche, on parle, je rencontre le CEO de Ledartec à l'époque, qui était Charles Boulanger. Et coup de foudre professionnel là aussi. Fait que là, c'est important, ça, un coup de foudre professionnel. C'est ultra important. Mais c'est revenu. Ouais. C'est super important pour moi, la chimie là, avec les leaders avec qui je travaille. Fait que bref, je décide de faire le grand saut, d'aller chez Ledartec pour me mettre en danger parce que ça leur été trop facile de retourner dans le jeu vidéo chez Electronic Arts. Fait que je décide de me mettre en danger, d'essayer quelque chose de complètement différent. Je m'en vais chez Ledartec. À l'époque, Ledartec, ce qu'il faisait, c'était des capteurs. Dans le fond, Ledartec, historiquement, c'est un spin-off de l'Institut national d'optique, donc de l'INO. Puis, avec la technologie du spin-off, ils ont lancé l'entreprise qui était Ledartec en 2010. Ouais, 2010. Qui faisait des capteurs avec la technologie LIDAR. LIDAR, ce que c'est Light Detection and Ranging. Donc, c'est pour calculer la distance entre un objet, donc admettons un train, un véhicule, et son environnement. Donc, tu installes des lidars sur le véhicule, le train ou peu importe, et la lumière qui va être captée entre, mettons, le véhicule et le mur ou bien la plante, elle va indiquer au software du véhicule la distance. Puis là, c'est ça qui peut faire en sorte que le véhicule peut interagir justement. Le cruise control adaptatif, là, qui c'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. C'est une technologie comme ça. Oui, exact. Okay. Donc, historiquement, en 2017, c'était une technologie qui était vendue beaucoup dans les trains, les systèmes de péage, les douanes, tu sais, comme les guérites, ces genres de choses-là. Puis, ils ont vu avec l'autonomisation des véhicules, tu sais, en mi-2010, 2015, 2016, 2017, là, il y a comme eu tranquillement, on a vu comme une brèche s'ouvrir dans l'horizon que là, les véhicules, on allait avoir le cruise control adaptatif éventuellement, puis qu'on allait avoir les systèmes de freinage assisté, puis qu'on allait avoir les systèmes pour que le véhicule se stationne tout seul, tu sais. Tout ça, les constructeurs automobiles, ils pensent à ces choses-là, puis ils les prévoient des années d'avance. Donc, vers 2013, 2014, 2015, il y a eu comme ces percées technologies-là. C'était plus comme dans les films. On s'est dit, les autos vont pouvoir conduire tout seuls. Fait que là, c'était comme, admettons, les générations d'automobiles de 2020, 2021, 2022, 2023, 2025, dans lesquelles ils prévoyaient dans leur roadmap, les constructeurs automobiles, mettre ces applications-là. Donc là, ils sont allés à la recherche de fournisseurs puis de technologies pour justement mettre dans les véhicules. Donc là, c'est là qu'on a vu apparaître les caméras dans les véhicules, caméras extérieures. Il y a du radar. Il y a eu du lidar aussi qui a été mis dans plusieurs véhicules pour plusieurs applications. Donc, c'est là qu'il y a des entreprises comme Ledartec qui étaient déjà dans le lidar, mais dans d'autres sphères et d'autres industries, ont fait un pivot pour s'en aller dans le secteur automobile. Donc là, on est en 2017. Ledartec a fait ce pivot stratégique-là. Vous étiez combien d'employés? 54, juste à Québec. On a levé 130 millions de dollars à l'époque pour financer ce pivot-là stratégique, que là, on s'en allait dans l'auto.
Fait que là, j'arrive, là, ils viennent de closer ça, cette ronde de financement-là historique. Alors là, première directrice des ressources humaines, c'est moi. On a 130 millions de dollars. On a un plan de croissance phénoménal sur 3 ans. Faut signer notre premier client. On a besoin des ingénieurs par dizaines dans toutes sortes de disciplines. Puis, il faut scaler l'entreprise à la vitesse grand V pour signer notre premier client puis livrer notre premier produit. Fait que là, j'arrive C'est là-dedans. excitant. Super excitant. C'est enivrant même, je te dirais. Écoute, les années 2017 à 2020, là, je ne sais même pas si je les ai vues passer. C'était là, enivrant. Là. C'est vraiment comme j'étais dans un tourbillon de travail inimaginable, mais que j'avais jamais l'impression de travailler parce que j'aimais tellement ce que je faisais. Fait que je suis arrivée là, employée numéro 1 du département RH, bâtir l'équipe, mettre en place des processus. Oui, parce que 5 Tout ans, était à t'as faire. pas de politique, t'as pas de Ah non, t'as système, rien. t'as rien. Il n'y avait là. rien. Et là, il y avait une feuille Excel avec le nom des employés. Là. Tu sais, c'était à peu près tout. Fait que tout mettre en place, ça a été extraordinaire. Établir tu la te- fonction RH. Ouais, c'est ça. Comment tu te positionnes? Parce que Ouais. ça arrive, là, des fois, dans des organisations, Ouais. tu es la première Ouais. personne RH. Euh, Ouais. C'est quoi les go-to moves ou les éléments les plus importants à mettre en place? Je dirais que premièrement, en tant que premier leader RH qui fait son entrée dans une organisation, la dernière chose à faire, c'est d'agir comme si moi, je le sais qu'est-ce qu'il faut faire, alors je vais vous le dire, cher gestionnaire. C'est plus, je suis là pour travailler avec vous, j'ai mon expertise, vous avez la vôtre, on va travailler ensemble pour faire en sorte qu'on fasse grandir l'organisation ensemble. Moi, c'est comme ça que je me suis positionnée. Je ne me suis pas positionnée comme je suis au RH et je suis là pour vous dire quoi faire en ressources humaines. Je me suis vraiment positionnée comme étant moi, je suis votre business partner, je suis avec vous autres, je suis engagée pour qu'on fasse grandir cette organisation-là, qu'on gagne. Puis dites-moi comment je peux vous accompagner, qu'est-ce que vous avez besoin. Je vais vous dire c'est quoi que moi, je pense qu'on devrait faire. Je vais vous donner mes conseils, je vais vous dire dans quelle direction on devrait s'en aller. Et ensemble, on va décider qu'est-ce qui est le mieux pour l'organisation. Ça se peut que des fois, je mette mon droit de veto. Mais je suis là pour travailler avec vous autres. Fait que les leaders, dans cette optique-là, m'ont tout de suite rapidement accepté. Et rapidement, j'ai intégré l'équipe de direction, puis on a travaillé comme en équipe. Et souvent, ce qui me revenait souvent, c'était « T'es pas comme une vraie fille de RH, toi. » Puis j'étais comme « Qu'est-ce que tu veux dire par une vraie fille de RH? » Puis il me disait « Ben, tu sais, dans le fond, tu t'intéresses à la business. Tu comprends la business, puis tu es vraiment avec nous autres. » Puis j'étais comme « Oui, tu sais, moi, je suis... Oui, peut-être que... » Mon rôle, c'est directrice ressources humaines à l'époque, qui est devenue vice-présidente ressources humaines en cours de route. Mais au final, moi, je suis une directrice ou une vice-présidente chez le Dartec avec un chapeau ressources humaines. Comme toi, tu es un vice-président marketing, vice-président finance, vice-président ingénierie. Tu es un vice-président de l'organisation, mais avec ta spécialité marketing ou RH ou finance. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. On a juste notre spécialité, puis on met tout ça en commun dans le chapeau, puis on sort les meilleures idées du chapeau pour faire grandir l'organisation. C'est super bonne vision, façon de faire, parce que on dit souvent les RH sont pas assez stratégiques, sont transactionnels, ont de la difficulté à monter puis à s'établir stratégiquement dans les organisations. Je pense que notre positionnement personnel comme RH, puis la valeur qu'on attribue, on apporte dans l'organisation, c'est pas juste de faire une politique, c'est de faire une politique, quelque chose qui va appuyer, parce qu'on va embaucher 100 personnes. Si on n'a pas de processus d'accueil et intégration, c'est pas parce que tu veux mettre une politique en place, c'est parce que la business a besoin d'embaucher 100 personnes. Comment on fait ça? Bien, c'est ça, puis c'est toujours de revenir au fondement du pourquoi, OK? Pourquoi la business a besoin d'embaucher 100 personnes? Parce qu'elle a signé tel client qui va générer tant de revenus, qui va générer tant d'EBITDA, puis qui va faire grandir la valorisation de l'organisation de probablement tant. Bon, ben parfait. C'est ça le endgame. Maintenant,
on revient à qu'est-ce que chaque fonction contrôle pour qu'on arrive à ce succès commun-là. Puis, on détermine que ça prend 100 personnes. OK, ça en prend 100. Ou on les trouve comment? On les intègre comment? On les forme comment? On les rémunère comment? On les fait développer de quelle manière? Comment on les encadre? C'est quoi la bonne structure? Mais tu sais, ultimement, tout ça, oui, c'est dans mon champ d'expertise, mais pourquoi je le fais? C'est pour qu'on arrive au but commun qui est d'avoir telle valorisation d'entreprise avec tel EBITDA, tel revenu parce qu'on a signé tel client. Fait que je pense que souvent en RH, on oublie peut-être parfois à quoi ce qu'on amène se rattache. C'est pas juste faire une politique, c'est pas juste lancer un manuel de l'employé, c'est pas juste recruter 100 personnes, mais c'est pourquoi qu'on le fait. Puis ça va rimer à quoi pour l'organisation? C'est de se ramener à ce pourquoi-là, le fameux why. Hein? Très intéressant. Puis là, tu me dis le lidar, qui était une technologie qui existait, mais qu'on met ça dans l'automobile, tout ça. Il ne doit pas avoir d'autres compagnies tant que ça qui fait ça. Comment tu développes ce talent-là? Comment tu vas le recruter? Parce que c'est une technologie qui n'existe pas. Tu ne peux pas aller en recruter ailleurs, même si tu affiches un poste. Qui c'est qui applique là-dessus? Excellente question. Ben, en fait, il y avait peut-être à l'époque là, 4 ou 5 autres entreprises qui étaient en lidar. À Québec? Non, une en Israël. Okay. Non, 2 en Israël. Puis 3 aux États-Unis. Fait que ton talent, il est mondial. Le talent est mondial. Le talent, fait que dans le fond, à la base, on a recruté peut-être, je dirais peut-être une trentaine, quarantaine de personnes à Québec, 2017-2018, pour finalement se rendre compte, puis c'était des ingénieurs de toutes sortes de disciplines, mécanique, électrique, électronique, logiciel. Pour finalement se rendre compte que là, il y avait une limite, dans le fond, au bassin qu'on pouvait combler à Québec, mais aussi qu'il y avait plusieurs expertises qu'on ne trouvait pas à Québec. Donc là est arrivé le grand questionnement. On doit ouvrir des nouveaux bureaux. Où est-ce qu'on les ouvre? Alors là, on a fait... puis à ce moment-là, LinkedIn avait lancé une nouvelle fonctionnalité qui s'appelait LinkedIn Insight, qui nous permettait de découvrir, dans le fond, de mapper, en fait, le talent était où dans le monde par rapport à différents mots-clés puis expertise. C'était comme vraiment les premiers balbutiements là, de l'intelligence artificielle là, dans le temps. Là. Donc, fait que là, dans le fond, ça nous prenait des gens en microélectronique, puis ça nous prenait des gens qui étaient spécialisés en machine learning, mais comme poussée automobile. Fait que là, on a fait le mapping pour finalement se rendre compte que à Toronto, il y avait un bon bassin de talent en machine learning. Et en Autriche puis en Allemagne, il y avait un énorme bassin de talent en microélectronique pour tout ce qui était design de systèmes sur des chips. Parce que dans le fond, nous, le lidar, qui était comme, mettons, la boîte qu'on vendait, là, qu'on mettait sur l'auto, on était en train de faire un nouveau développement que la technologie, on allait la mettre sur un microchip que les constructeurs automobiles allaient acheter pour bâtir leur propre lidar avec notre technologie qu'on allait mettre dedans pour alimenter comme le lidar. Donc, ça allait nous permettre d'aller chercher beaucoup plus de grosses parts de marché plus rapidement. Donc, ça nous prenait ce talent-là. Alors, on a identifié qu'Autriche, Allemagne, c'était une bonne mine d'or. Toronto. Alors, on est parti en mode, on trouve un noyau d'employés qui répondent à nos besoins. Puis ensuite de ça, on bâtit autour de ce noyau-là. L'important, quand tu ouvres un nouveau bureau puis que tu bâtis de manière organique from scratch, ça te prend un noyau d'employés et un leader dans ce noyau-là. Et une fois que tu as ton leader de site là, et ton petit noyau d'employés, tu peux bâtir autour d'eux autres avec leur réseau, puis tu as ton leader. Fait que là, ça devient exponentiel, en fait. Ça devient une unité d'affaires. Ouais. En Autriche. Exactement. Fait que tu vas là où est le talent. Exactement. Tu t'établis là. C'est ce qu'on a fait chez Lidartech pour pousser notre croissance. Fait que de 2017 à 2020, on est passé de 54 juste à Québec à être dans 8 pays, puis on était au-dessus de 225 quand la COVID est arrivée. Et
à un moment donné, on s'est rendu compte que de grandir de manière organique de cette manière-là, ça avait ses limites. Alors là, on s'est mis en mode acquisition. Et quand la COVID est arrivée en mars, dans le fond, en février, un mois avant la COVID, on était en train de boucler une transaction pour une acquisition d'une entreprise en Israël qui allait nous permettre de propulser notre développement d'à peu près 3 ans. Donc, voilà. Alors, de 2017 à 2020, on est passé c'est ça, 54 à Québec à être dans 8 pays de manière organique. Puis après ça, on a fait une acquisition en Israël d'une entreprise d'à peu près 35 personnes à l'époque, qu'on a closé la transaction en juillet 2020. Donc, on était en pleine pandémie et ça a pris 1 an et demi avant que la frontière en Israël ouvre pour qu'on puisse aller commencer notre processus d'intégration. Fait que tu achètes la business à distance. Et tu fais tout en distance pendant 1 an et demi. 1 an. Avant qu'on puisse finalement mettre les pieds là, sur place là, pour faire comme bienvenue chez les Artec, on se serre la main. Tu sais, ça a pris 1 an et demi. Fait que ça a été dommageable pour l'intégration adéquate de ce groupe-là dans nos opérations. Le fait qu'on ne puisse pas avoir cette connexion-là humaine là, avant 1 an et demi. Mais bon, c'est la vie. Qu'est-ce que tu veux? On ne pouvait pas faire autrement. Puis qu'est-ce que ça changeait de ton quotidien de VPRH d'être à Québec versus d'être dans 8 établissements, le côté international, etc.? Qu'est-ce qui changeait? Mon doux. Ton équipe devait avoir grossi. Mon équipe avait grossi. Écoute, on était au plus fort, là. En 2021, on était rendu 12 dans l'équipe. OK. Parce qu'on avait recommencé à croître aussi. Fait que j'avais un groupe d'acquisition de talent, un groupe de DO, puis mes partenaires d'affaires. Puis autant tu disais, ça prend un leader puis un noyau. Est-ce que tu avais un HR dans chaque établissement ou c'était matriciel? J'avais une responsable RH en Israël parce que c'était tellement un environnement différent que ça prenait une personne locale. Ensuite de ça, j'avais des personnes à Toronto, j'en avais 2. Et puis ensuite de ça, on avait ouvert un bureau à Montréal, fait que le reste de l'équipe était à Montréal. Donc, ouais, voilà. Fait que à l'extérieur du Canada, si on peut dire, j'avais une personne en Israël. Le reste, on le gérait tout à partir d'ici, avec des partenaires locaux, évidemment, pour tout ce qui était paye et évidemment, recrutement. On avait beaucoup de partenaires locaux. Mais sinon, le point de vue développement organisationnel puis HR Partner, ça faisait là, à partir de Montréal ou de Québec pour les autres pays. Okay. Puis, qu'est-ce que ça change? Mon doux. J'étais contente d'avoir vécu et travaillé en Angleterre pendant 2 ans pour avoir vécu... pour avoir travaillé en Europe et comprendre la mentalité européenne sur plusieurs choses, autant d'un point de vue RH que d'un point de vue d'employé que d'un point de vue gestion. Il y a beaucoup de choses, ne serait-ce qu'en droit du travail, qui sont différentes. Là, c'est une boîte de Pandore. Là. Quand tu rentres dans un nouveau pays, d'un point de vue RH, d'un point de vue droit du travail, tu recommences à zéro tout le temps. Puis moi, c'est pour ça que mon expérience de l'avoir faite en début de carrière, j'avais déjà quand même certains outils dans ma boîte à outils en Europe que j'ai ressortis chez le Dartec qui dataient de mes années chez Do & Co. Donc, ne serait-ce que de trouver les bons partenaires rapidement dans chacun des pays. L'important, c'est de bien s'entourer. Quand tu entres dans un nouveau pays puis que tu dois tout mettre en place d'un point de vue RH, ce que tu peux utiliser que tu as ici, tu le prends puis tu l'adaptes aux lois et au contexte culturel et local. Ouais. Puis j'imagine que la même posture de dire « Ah, moi, je suis RH, je m'en viens ici, je suis la compagnie qui vient vous acquérir, puis je débarque avec mes gros sabots. » J'imagine que la posture de « vous faites quelque chose de bien, comment je peux bonifier, rendre... Tout ça doit contribuer à ça. » Définitivement. Puis, on a eu plusieurs leçons apprises là, dans tout le processus d'intégration du groupe en Israël, mais aussi d'ouvrir justement des nouveaux bureaux à l'étranger, puis tu sais, des do's and don'ts. Là, tu sais, donc, si j'avais à le refaire, il y a certaines choses qu'on ferait différemment, il y a certaines choses que je referais exactement de la même manière.
Mais c'est ça. Ça a été une route très, très achalandée, disons, là, de 2017 à 2020. Là, écoute, c'était un feu roulant de croissance. Et est arrivé la COVID. Alors là, comme toutes les organisations, tout le monde a comme mis le pied sur le frein. Puis là, on était en mode, faut étirer le cash parce qu'on ne sait pas quand est-ce que l'environnement va redevenir propice pour lever à nouveau des fonds parce que le Dartec était encore pré-revenu à ce moment-là. Puis, plusieurs, sinon pas toutes, les constructeurs automobiles ont décidé de retarder leur programme d'autonomisation des véhicules de 2 à 3 ans. Donc, à la lumière de la pandémie puis de tous les impacts que ça avait sur le supply chain. Donc, ça a retardé beaucoup de nos revenus potentiels puis d'engagement client qu'on avait. Donc là, ça a fait en sorte qu'on a fait un pivot là, vraiment sur plus nos activités logicielles en 2021-2022. Donc, c'est à ce moment-là que toutes nos 2 divisions d'ingénierie matérielle, donc plus hardware, on a décidé de les mettre en vente pour vraiment se refocuser sur le software. Le logiciel. Oui, exactement. Fait que encore là, pivot, spin-off, réorg, on avait mis les unités d'affaires en vente, on avait eu des offres. Finalement, ça ne s'est pas matérialisé à cause de la COVID. Fait que là, finalement, on a fermé 2 unités d'affaires sur 3 en 2022-2023. Ce qui a fait en sorte qu'on a comme downsizé pour mieux regrandir. Donc, on a fait un pivot vraiment pour être 100% software. Donc, on a dû malheureusement laisser aller beaucoup de talents à Québec et à Montréal en ingénierie matérielle. Donc, des gens qui étaient comme en génie des ingénieurs mécaniques, électroniques, électriques. Donc, on a dû malheureusement s'en départir pour vraiment focusser plus sur le software. Puis après ça, on a réembauché massivement des ingénieurs logiciels, que ce soit à Toronto, Montréal, Québec, en Israël. Fait que là, on s'est refocusé plus sur ces 4 sites-là. Puis on a fermé les autres là, en Allemagne puis en Autriche. Fait que ce réalignement-là a amené, oui, des pertes d'emploi, oui, des réorganisations. On parlait de l'importance de s'occuper des survivants parce que c'est notre équipe qui reste, qu'il faut qu'on leur donne du gaz, on leur mette une pelletée de charbon dans le four pour repartir. Puis là, on repart, sur une autre vague de croissance en tant que telle. Comment on se positionne là-dedans, tu sais, pour justement mettre la pelletée de charbon, dans le four pour énergiser nos gens. En fait, le Dartec a été comme un élastique, là, tu sais, petit élastique, gros élastique, petit élastique, gros élastique. Moi, je dirais que d'avoir un projet porteur pour l'organisation, c'est ce qui fait en sorte que ça motive les gens. C'est pas le bol de fruits gratuit dans la cuisine, c'est pas la télémédecine, c'est pas la bière le jeudi soir de 4 à 6. Oui, c'est toutes des nice to have, mais c'est pas ça qui va faire en sorte que les gens vont se réengager envers ton projet d'organisation suite à ces coupures-là ou à ces réorganisations-là. Ce qui fait en sorte que les gens ils vont renouveler leur engagement ou leur commitment envers ton organisation puis qu'ils vont décider de rester malgré tout ce qu'ils viennent de vivre. C'est le projet porteur, c'est le pourquoi, c'est la mission, c'est qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va accomplir dans cette nouvelle compagnie-là 2.0 là, qu'on est en train de pivoter. Qu'est-ce que ça veut dire comme futur livrable? Qu'est-ce que ça veut dire comme objectif à atteindre? Qu'est-ce que ça veut dire comme cible de revenus potentiel? Qu'est-ce qu'on vise comme marché? Donc, le fait que les gens étaient énergisés, étaient stimulés par ce nouveau projet porteur-là, ce pivot-là, puis qu'ils voyaient qu'on avait levé à nouveau du financement très important d'investisseurs stratégiques aux États-Unis qui croyaient en le projet, tu te dis, coudonc, ils doivent voir quelque chose que moi, je vois pas. Fait que ça doit vraiment, tu sais, être porteur. Tu sais, qu'est-ce qu'on a comme technologie à offrir pour l'industrie. Donc, j'ai envie de rester, puis j'ai envie de faire partie de l'aventure, puis j'ai envie de
de voir jusqu'où ça va nous mener. Donc, c'est vraiment ça, en fait, que ça prend. L'importance de donner du sens à ce qu'ils font. Oui, je reviens encore au why, puis donner du sens. Oui, tu sais, il y a un podcast, justement, de Simon Sinek sur l'importance de bien positionner ton why, ton pourquoi dans ta vision mission. Écoute, c'est encore aujourd'hui, je pense que c'est un podcast qui est vraiment très d'actualité de Simon Sinek. Ouais. Là, on a appris récemment la fermeture complète. Ouais. Ça vient avec son lot de réorg et tout ça. Mais il y a quand même plusieurs années où cette entreprise-là a été fleuron, était à l'avant-plan. Une licorne. On a eu une licorne, les gens qui étaient là. Puis on voit le gros titre en disant perte de tant de millions pour les investisseurs, etc. Mais au fil des années, vous en embauchez, puis c'était pas des salaires à 12 piastres de l'heure. Il y en a rentré de l'argent dans l'économie au fil des années, puis tout ça. Y a-tu quand même un sentiment d'échec ou un relâchement? Parce que vous êtes battus, puis plusieurs pour sauver, relancer, repivoter l'organisation. En fait, le Dartec, pour moi, a été un magnet à talent extraordinaire. Écoute, le talent qu'il y avait chez le Dartec, là, des gens de très, très haute qualité, très qualifiés, c'était vraiment une équipe hors du commun. Là. Je pense qu'il y a vraiment du talent exceptionnel qui a travaillé chez le Dartec au fil des années. Puis, c'est une entreprise qui a eu plusieurs vies. Puis, tu sais, en 2023, on a fusionné avec Prospector Capital Corp, qui était une entreprise listée publiquement, qui a fait en sorte qu'on est devenu une entreprise listée au Nasdaq en 2023, justement. Puis, c'était une autre ronde de financement qui a propulsé, justement, cette autre vie-là, en fait, que le Dartec a eu, d'être listé publiquement. Puis, on avait annoncé la signature d'une entente client phénoménale à la fin... Non, même début 2020. On est en 2025. Début 2025, on avait annoncé la signature avec un client. C'était phénoménal. Puis fin 2024, une entente stratégique avec Texas Instruments qui avait été annoncée, qui était aussi porteur et vraiment significatif pour l'organisation. Donc, effectivement, ben c'est sûr qu'on aurait tous voulu voir le Dartec avoir le succès qu'on croit tous que le Dartec aurait pu avoir. Puis l'ancien CEO de l'entreprise, Charles Boulanger, qui avait pris sa retraite en 2023, justement, disait toujours, le Dartec, ça va être un éléphant ou une souris. Ça va être un éléphant qui va conquérir toutes les parts de marché de son segment, ou ça va être une souris parce que finalement, on n'aura pas réussi à le faire lever. Puis, ben, on aurait tous voulu que ce soit un éléphant. Puis, on a tous cru que ça allait être un éléphant. Puis, moi, je pense encore que le Dartec peut être un éléphant parce que, tu sais, là, le Dartec s'est placé sous la loi de la protection de la faillite de ses créanciers, mais ça ne veut pas dire que le Dartec ne pourra pas renaître de ses cendres un jour parce que la technologie qui a été développée, la propriété intellectuelle qui a été développée, c'est tous des choses qui sont encore existantes aujourd'hui puis qui demandent juste qu'un groupe d'investisseurs arrive, reprenne ça, puis le relance, puis on ne sait jamais, tu sais. Donc, peut-être qu'un jour, je serai agréablement surprise de voir que le Dartec va renaître en le Dartec 4.0, puis je serais heureuse de voir que tous les efforts qu'on a mis vont arriver à destination, tu sais. Mais je pense que je vais le regarder des lignes de côté, là, rendu là. Parce qu'après 8 ans dans l'organisation, t'en viens à un moment donné à te dire, ben peut-être que c'est temps pour moi d'essayer d'autres choses, tu sais. Après avoir tout fait, là, tu sais, je veux dire, grossi, réduit, maintenu, grossi, réduit, maintenu. Là, je pense que tout est là, tu sais. D'un point de vue RH, tout est là. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Ben là, moi, je suis en congé. J'ai eu une petite fille il y a 6 semaines, Eva. Donc, j'ai un petit garçon de 2 ans, une petite fille de 6 semaines. Donc là, je suis en mode famille présentement pour l'été. Puis ensuite de ça, ben moi, je pensais retourner chez le Dartec là, à la fin de l'automne.
là, ben, je vais regarder qu'est-ce qui va s'ouvrir à moi comme opportunité dans les prochaines semaines, les prochains mois. Pour l'instant, je profite de ces moments-là merveilleux avec la famille. Puis, ben, après ça, j'ai hâte de me trouver un nouveau projet dans lequel je pourrais ne jamais avoir l'impression de travailler comme c'était le cas chez les Dartec, parce que les moments passés chez les Dartec, j'ai pas l'impression d'avoir travaillé, même si je faisais des semaines astronomiques. J'avais tellement de plaisir. Ben oui, j'avais tellement de plaisir que j'ai jamais eu l'impression de travailler. Tu sais, au final, c'était plaisant. Ouais. Ouais. Puis l'équipe, tu sais, notre rôle comme leader RH, c'est aussi d'avoir des gens dans notre sillon Ben oui. qui grandissent puis qui poursuivent. On est presque rendu à la fin. Je prends 10 secondes de votre temps pour remercier encore une fois notre partenaire Ansia pour la réalisation de ce podcast Leader RH puis de mettre en lumière des leaders d'ici. Comment tu t'assurais, toi, de développer tes propres leaders, tes gens? Bonne question. En fait, une chose que je suis vraiment fière, c'est que autant chez Activision que chez le Dartec, donc dans mes 12 dernières années de carrière, dans le fond, toutes les personnes qui sont entrées dans mon équipe, qui ont travaillé pour moi ou indirectement avec moi dans mon département, sont tous rentrés dans un poste X et ont tous ressorti dans un poste Z. Au même titre que moi, dans le fond, je rentre toujours dans un poste, puis finalement, je finis par faire d'autres choses. Ouais. Ben, je suis vraiment fière parce que tout le monde qui est rentré dans mes équipes a commencé dans un poste, mais a fini dans d'autres choses. Donc, ça veut dire que quelque part, je faisais quelque chose de bien et de correct pour les guider, puis les développer, puis leur faire voir les autres possibilités, puis les accompagner là-dedans parce qu'ils ont tous pu toucher à d'autres choses, avoir des promotions, faire des moves latérales. Donc, comment je m'assurais, comment je le faisais, c'est d'être à l'écoute. C'est d'être à l'écoute de tes gens, de savoir c'est quoi qui les intéresse, c'est quoi leurs intérêts pour la suite, comment ils se voient grandir. Puis ensuite de ça, c'est de mettre un terrain de jeu à leur disposition, suffisamment grand, mais pas trop grand, pour pas qu'ils aient trop peur, mais qu'ils se sentent à l'aise d'être dans le terrain de jeu pour justement élargir puis ouvrir leurs ailes. Puis ensuite de ça, tu les accompagnes là-dedans, tu leur donnes le droit de faire des erreurs, puis tu leur montres comment faire. Tu es un leader présent. Moi, je suis aussi le genre de leader qui est pas... je suis pas du genre à dire... voici une tasse, maintenant, va me vendre cette tasse. Je suis plus du genre, on a 1000 tasses à vendre, faisons-nous un plan ensemble, puis je vais t'accompagner. C'est toi qui vas vendre les 1000 tasses, mais je vais t'accompagner. On va se faire un plan ensemble, puis montre-moi comment tu vas le faire, tu sais. Mm-hmm. Fait que moi, c'est plus mon genre. Donc, d'être un leader présent, participatif, un joueur coach, si on peut dire. Ouais, qui sentent que t'es là, mais que t'es pas par-dessus les épaules ou t'es pas juste à lui pousser dans le dos. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis pas du genre à dire bon, ben, voici 1000 tasses à vendre, fais-le, puis dis-moi comment tu vas le faire. Tu sais, c'est plus OK, on va se faire un plan ensemble, puis on est ensemble là-dedans, puis je t'accompagne là-dedans. C'est toi qui as le lead, mais je suis là pour toi, tu sais. Fait que c'est ça. Alors, c'est de la bienveillance, c'est de la présence, c'est de l'écoute, c'est de l'accompagnement, c'est de donner le droit à l'erreur. Puis une chose, moi, que j'ai eue pendant mon passage chez le Dartec, c'est l'opportunité de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expertise puis de connaissances dans mon sac à dos pour avoir un bagage super important et précieux à la sortie. Puis c'est ce que j'ai voulu répliquer aussi comme modèle avec toutes les personnes qui sont passées dans mon équipe. C'est qu'ils sortent avec un bagage, un sac à dos super lourd, là, tu sais, puis qu'ils peuvent l'utiliser ailleurs, puis qu'il y ait beaucoup de contenu. Parce que, tu sais, de nos jours, c'est facile d'avoir un beau contenant. C'est facile de bien te présenter, de bien parler, d'avoir un beau... de bien te positionner sur LinkedIn, puis d'utiliser, tu sais, ces plateformes-là. Mais au final, si tu n'as pas le contenu pour backer ton contenant, les gens, ils s'en rendent vite compte que c'est vide, tu sais, ou que c'est pas ce que tu prétends être. Alors, pour moi, que de donner l'opportunité aux gens dans mes équipes de développer leur contenu puis de les aider à travailler leur contenant, ben c'est
c'est ce que j'espère en fait leur avoir apporté. Vraiment, vraiment inspirant dans ton parcours. Merci beaucoup, Merci. Marie-Pierre. Nous faire atterrir en légèreté Oui. avec une petite carte d'un jeu d'accueil et intégration. Je t'invite à... Puis j'ai une question au hasard. J'adore. À y répondre. Je vais aller avec ça ici. Vie personnelle. Es-tu plus café ou thé? Définitivement café. Oui. À tous les matins, un café, c'est une religion. J'en prends pas plus qu'un, j'en prends un, mais puis je le savoure, puis je l'aime, puis je l'apprécie. Si t'as pas ton café, t'es pas... Je suis fonctionnelle, puis je suis de bonne humeur, mais la vie est juste moins belle. C'est bon. Ben là, c'était de l'eau qu'il y avait dans ta tasse. Oui, c'est ça, mais elle était très bonne, elle était fraîche, alors c'était parfait. On était un petit peu plus tard. Là. Si on avait enregistré le matin, il aurait fallu que je mette du café. Exact. Je te remercie infiniment. Merci d'avoir partagé ton parcours, ton expérience, puis d'avoir inspiré les gens dans notre communauté. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de joindre le podcast, puis au plaisir. Hein?